Salut tout le monde, je suis Geoffrey et je suis là au nom de l'église de la scientologie, enfin presque, parce que je vais vous parler de Tom Cruise. Alors peu importe si vous en avez marre de lui, si vous n'avez pas aimé un de ses films depuis Magnolia, si vous n'en pouvez plus de Mission Impossible, ou si vous pensez à Xenu et la Fédération Galactique quand vous le voyez, et oui c'est encore une blague de scientologie. Tom Cruise, c'est le roi. C'est le vrai super-héros du cinéma hollywoodien, c'est le dernier dinosaure et c'est peut-être le seul vrai rempart face au raz de marée super-héroïque de Marvel qui écrase quasiment tout depuis maintenant 10 bonnes années. 2022 a confirmé que Tom Cruise est bien le king parce qu'en 2022, il y a eu Top Gun 2, avec plus de 1,4 milliard au box-office mondial pour un budget officiel de 170 millions. Le film est pour l'instant le plus gros succès de l'année devant Doctor Strange 2, Jurassic World 3, The Batman et Thor 4. Ça va peut-être sûrement changer avec Black Panther 2 et bien sûr Avatar 2, mais peu importe, c'est une victoire dingue pour Tom Cruise. Tellement dingue qu'on peut se demander où il va aller après ça et à quel point ça peut changer des choses dans l'industrie. Parce qu'au fond, si Tom Cruise peut affronter un monstre comme Marvel, c'est peut-être parce que lui-même est devenu un monstre comme Marvel. Mais avant ça, Antoine a quelque chose de très important à vous dire. Hello, si j'interromps votre vidéo, c'est pour vous parler de notre partenaire Filmo. Filmo, c'est une plateforme de SVOD qui propose des films à la carte et via un abonnement sans cesse renouvelé. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez y retrouver des classiques, des films cultes et des pépites introuvables pour étancher votre soif de cinéphile. Il y a 2 semaines d'essai gratuit, puis un abonnement à 6,99€ par mois sans engagement. Et en ce moment, avec le code promo ELFilmo, vous pouvez profiter de 2 mois gratuits parce qu'on est des gens super sympas. Vous pouvez retrouver tout ça dans la description de la vidéo. Ce qui est très cool avec Filmo, c'est qu'il y a une vraie éditorialisation, notamment au travers de programmations thématiques. Et forcément, à écran large, notre côté sale gosse un peu déviant ne pouvait que frétiller de l'œil au vu du programme de la plateforme en septembre, qui comporte une sélection de nanars soigneusement choisis en collaboration avec nos collègues de Nanarland. Alors si vous aimez rire grassement avec des copains et de la bière devant des films si ratés qu'ils en deviennent très drôles, j'ai pour vous 2 classiques absolus en la matière. Le premier, c'est Whitefire, aussi appelé Vivre pour survivre, et qui est réalisé par l'un des rois français de la série Z d'exploitation qui sent du slip, Jean-Marie Palardy. Alors forcément, il n'y a pas de thune, ça a été tourné en Turquie et le film agence de manière totalement cynique des scènes d'action improbables pour éveiller le spectateur, à commencer par un duel de tronçonneuses complètement nawak. Mais là où Whitefire touche au sublime, c'est qu'il raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur, et que le frère a clairement envie de ken sa sœur, ce qui ne pose absolument aucun problème au film. Ça amène à des moments de malaise absolument géniaux dont le film semble complètement inconscient, et des répliques incroyables comme « Dommage que tu sois ma sœur ». Croyez-nous, il faut le voir pour le croire. Et mon second nanar est une pépite made in France cocorico qui s'appelle Le Faucon. C'est sorti en 1983 et ça avait l'ambition d'être l'inspecteur Harry français, mais avec Francis Huster. Je vous laisse décanter l'info. À vouloir se la jouer badass, c'est juste bourré de dialogues ubuesques et de scènes d'action dignes d'un service gériatrique, surtout quand Francis Huster doit courir, on dirait moi qui fait du jogging. Mais surtout, ça vous donnera envie de manger des cheeseburgers, parce que c'est comme ça que ça se dit, si j'en crois le film. Tant de bonnes raisons de s'abonner à Filmo avec le code promo en description. Profitez bien. Alors, on revient à Tom Cruise. Si je parle de Marvel dans cette vidéo, c'est pas parce que c'est une obsession, croyez-moi, ou parce que je voulais le caser dans le titre pour que cette vidéo marche plus que celle sur Layla et ses frères. En tout cas, pas uniquement pour ça. Si j'en parle, c'est parce que c'est impossible de l'éviter pour parler de l'état de l'industrie hollywoodienne. Dans cette vidéo, je vais parler de box-office, de dollars, de business hollywoodien, et désormais, Marvel est là, partout, tout le temps, ce n'est pas mon avis, c'est un fait. Il suffit de regarder le box-office mondial depuis 10 ans, c'est-à-dire depuis le premier Avengers. Chaque année, Marvel est sur le podium d'une façon ou d'une autre. Avengers, Iron Man 3, les Gardiens de la Galaxie, Civil War, Spider-Man, Black Panther, blablabla. Quand Marvel n'est pas en haut du podium, c'est parce qu'on a La Reine des Neiges ou Star Wars. Donc on peut aller plus loin que Marvel, on parle ici de la surpuissance de Disney. Il y a heureusement des exceptions, The Dark Knight et le Hobbit chez Warner, Transformers chez Paramount, Skyfall chez Sony, Jurassic World et Fast and Furious chez Universal. Le point commun entre tous ces films, ce sont des franchises, c'est même plus que ça. C'est des super franchises, qui sont des suites de suites ou qui appartiennent à un univers très installé. Bref, au cas où vous l'aviez pas remarqué, on est dans l'ère de la méga saga de la super marque. Ce n'est pas incroyable dans le sens où les franchises existent depuis très longtemps dans le cinéma comme dans la littérature et les comics. Sauf que maintenant ça prend des proportions inédites. D'ailleurs c'est marrant, tragique, que c'est désormais exceptionnel qu'un film original soit à la tête du box-office mondial. Et quand je dis original, c'est de manière froide et objective, c'est pas pour dire que ça béante pas bien, c'est pour dire que c'est un film qui n'est ni une suite, ni un remake, ni une adaptation d'un livre, d'un comics, d'un jeu vidéo, d'une série ou peu importe. Ça n'est pas arrivé depuis Avatar en 2009 et avant ça, c'était Armageddon en 1998. Si on remonte jusqu'aux années 70, on voit qu'il y avait à l'époque 3, 4, 5 films originaux au top du box-office sur une décennie. Dans les années 2010, sur la décennie 2010-2020, c'était 0. Bref, le public plébiscite les franchises, les personnages et univers familiers, et les studios leur en donnent une triple ration.
C'est pas nouveau, mais ça prend des proportions inédites actuellement. Faut l'avoir en tête pour parler du cas Top Gun 2. Alors là, vous allez me dire, bah ok, mais Top Gun 2 c'est la même chose, et vous auriez raison, parce que c'est un pur produit hollywoodien. C'est une suite, c'est Tom Cruise, c'est une super production à 170 millions de dollars distribuée par le studio Paramount. C'est réalisé par Joseph Kosinski qui a commencé sa carrière, tiens, chez Disney, justement, avec le super Tron l'héritage, et il avait déjà dirigé Tom Cruise dans Oblivion. Bref, Top Gun 2 c'est une pure machine de guerre. Tom Cruise a assuré la promo à travers le monde comme il sait si bien le faire. À Cannes, le film a été présenté dans le cadre d'un immense hommage à sa carrière. Le film est sorti aux États-Unis sur 4700 écrans, plus de 4700 écrans, ce qui est plus que Doctor Strange 2, Jurassic World 3 ou The Batman. En somme, le succès de Top Gun 2 est tout sauf un accident. Alors en quoi Top Gun Maverick est-il un film si spécial alors? Parce que son succès a suivi un schéma très particulier. Il fait quasi figure d'exception, surtout dans une ère post-Covid où plein de studios se sont cassés les dents, y compris Marvel. Et pour démontrer en quoi ce succès est extraordinaire, il suffit de 4 preuves. Première preuve, c'est le plus gros succès de toute la carrière de Tom Cruise. Plus gros démarrage, plus gros score, pas mal de records semaine après semaine. Jamais Tom Cruise n'avait été aussi haut, jamais il n'avait franchi le cap du milliard. Et pourtant on parle de Tom Cruise qui n'est pas spécialisé dans les films d'art et essai. Entre le premier et le deuxième Top Gun, il a eu le temps de tourner 6 Missions Impossibles et aucun n'a encaissé autant de thunes que Top Gun 2. Maverick a explosé tous les records de sa carrière et écrasé tous les Missions Impossibles, mais aussi la Guerre des Mondes et même Le Dernier Samouraï, je sais pas pourquoi, qui était jusque-là ses plus gros cartons. Deuxième preuve, la carrière de Top Gun Maverick dans les salles a été extraordinaire en termes de longévité et stabilité. Non seulement le film a commencé très fort, mais il a plané pendant des mois. Généralement, la vie d'un film se joue largement sur le premier week-end, particulièrement côté américain, ce qui permet de grossièrement calculer son score final dès le début. Parce que c'est la règle, après le démarrage, le film va attirer de moins en moins, il y aura une chute de fréquentation. Et même avec un très bon bouche à oreille, la sortie d'un film est forcément le début de la fin de sa carrière. Top Gun 2 n'a pas entièrement échappé à cette règle, mais il fait figure de miracle. Aux États-Unis, il a connu une deuxième semaine extraordinaire avec une chute de fréquentation record tellement c'était bas. En 6e semaine, il est remonté d'une place, ce qui arrive quasiment jamais, d'autant qu'il a surpassé des nouveautés plus fraîches comme Buzz l'éclair et Jurassic World 3. Au final, Top Gun 2 est resté dans le top 5 du box-office américain pendant 10 semaines. En 12e semaine, Paramount l'a ressorti sur plus d'écrans pour surfer sur le succès, et bim, le film est repassé en 2e place du box-office, surpassant là encore des nouveautés plus récentes comme Les Mignons et Thor 4. En 15e semaine, il était une nouvelle fois premier au box-office. C'est comparable à Forrest Gump, qui était resté dans le top 3 du box-office pendant 12 semaines. On est donc là face à un pur phénomène grâce à une chose, le public. Les gens ont été voir et revoir Top Gun 2 et ont amené leurs potes et leurs familles. Encore une fois, on voit très rarement un tel engouement sur la durée. Par exemple, au hasard, Avengers Endgame était resté dans le top 5 du box-office domestique 5 semaines seulement, ce qui lui a suffi à tout exploser bien sûr. Mais en gros, la plupart des films font des sprints. Top Gun 2 a fait un marathon. Top Gun Maverick est dans le top 5 des plus gros succès au box-office domestique de tous les temps, sans compter l'inflation parce que c'est encore une autre question. Il est juste derrière Star Wars 7, Avengers Endgame, Spider-Man No Way Home et Avatar, ce qui donne quand même une petite idée du degré de succès dont on parle. Et on peut aussi rajouter que Top Gun 2 a été un méga carton aux États-Unis à sa sortie VOD et Blu-ray fin août. Paramount a parlé d'un record historique pour sa première semaine aux États-Unis. Troisième preuve, Top Gun 2 a cartonné à peu près partout dans le monde, ce qui casse un peu l'idée que c'est un film juste américano-américain à la gloire de l'Amérique. C'est le meilleur démarrage de la carrière de Tom Cruise dans 32 pays, donc c'est un phénomène mondial. Si on parle de la France, le film a rassemblé plus de 6,3 millions de personnes et va de toute évidence être le plus gros succès de l'acteur juste après Rain Man, oui, avec 6,4 millions de spectateurs. C'est un score très loin devant les Missions Impossibles puisque au maximum, ils avaient plafonné à 4 millions d'entrées. Si vous n'êtes pas sûr de comprendre le sens de ces 6 millions d'entrées en France pour Top Gun 2, petite comparaison. Les seuls Marvel à avoir fait mieux sont Avengers Endgame et Spider-Man No Way Home, et 2 des Spider-Man réalisés par Sam Raimi. C'est ça le succès phénoménal de Top Gun 2. Après, on pourrait aussi rappeler qu'Avatar a fait 14 millions d'entrées. Et Bienvenue chez les Ch'tis et Titanic, je ne rigole pas, plus de 20 millions d'entrées. Là, c'est de la pure folie. Quatrième preuve, Top Gun 2 n'a pas eu besoin de la Chine pour cartonner alors que ce territoire est devenu très important pour les films hollywoodiens, notamment les Marvel, on y revient toujours, qui peuvent y encaisser 300 voire 600 millions pour Avengers Endgame. Le public chinois aime aussi les Missions Impossibles puisque Fallout y avait encaissé plus de 180 millions. Même La Momie, cette giga-daube, qui n'a pourtant pas cartonné dans le monde, a été jusqu'à 90 millions là-bas, ce qui est plus que le box-office américain. En gros, la Chine aime beaucoup Tom Cruise et parfois plus que l'Amérique elle-même. Paramount le savait et avait conclu en 2019 un accord avec un géant chinois, Tencent.
Cette boîte spécialisée dans les services internet et mobile, c'est-à-dire le diable, a depuis quelques années mis le nez dans l'industrie hollywoodienne avec Warcraft, Wonder Woman, Venom ou encore Terminator Dark Fate, que de très bons films je sais. Mais la boîte a finalement préféré se retirer du projet, jugeant que Top Gun 2, attention, était susceptible d'énerver le gouvernement chinois. No shit. Le film n'est donc pas sorti là-bas, et il n'est pas sorti non plus en Russie, même si c'est un marché un peu moins énorme. En tout cas, peu importe, même sans la Chine et même sans la Russie, Top Gun 2 a cartonné. Vous l'aurez compris, Top Gun Maverick a été un rouleau compresseur. Alors à ce stade, il y a sûrement des inspecteurs des travaux finis qui diront que c'était logique, évident, parce que Tom Cruise est adoré, parce que le premier Top Gun est culte, parce que c'est du cinéma à l'ancienne, blablabla, tout ça c'est très simple à dire avec le recul. Mais est-ce que c'était si évident? N'oublions pas que Top Gun 1 est sorti en 1986 et personne n'a couru après une suite. Alors certes, Tom Cruise n'a jamais fait de suite avant Mission Impossible, et dans les années 90, il était même farouchement opposé à une suite à Top Gun. C'est à partir de 2010 que cette suite a été officiellement mise sur la table par Paramount, avant d'être stoppée par le suicide de Tony Scott en 2012. Elle a été relancée en 2017, et ensuite, entre une production retardée et la pandémie, la sortie a été repoussée de 3 ans en finale. C'est donc un sacré parcours du combattant, et franchement, ce super succès repose sur beaucoup trop de facteurs. Taper le milliard plus de 35 ans après le premier Top Gun, dans une industrie désormais trustée par Disney, Marvel et les super franchises, et encore plus dans le fameux monde d'après de la pandémie, ça reste, il me semble, une putain de surprise. Mais s'il y a bien un truc solide comme un roc dans cette équation, c'est Tom Cruise. Si le film existe, s'il est sorti au cinéma, et franchement s'il a eu ce succès, c'est grâce à lui. Et si quelqu'un croyait dur comme fer en ce succès, c'est Tom Cruise. C'est quasiment une prophétie auto-réalisatrice. Pendant la pandémie, quand la sortie de Top Gun 2 a été repoussée et que tout le monde paniquait, l'option de revendre le film à une plateforme de SVOD était forcément là. Apparemment Netflix, HBO Max et Apple TV+ étaient sur le coup. Mais Tom Cruise a catégoriquement refusé, et il a répété en boucle qu'il croyait à fond en l'expérience des salles et soutenait à fond les cinémas. Résultat, même si Top Gun Maverick est sorti avec 3 ans de retard, dont 2 à cause de la pandémie, il a écrasé tout le monde. Alors que depuis 2 ans, plusieurs studios ont essayé de court-circuiter la sortie salle pour exploiter leur plateforme de SVOD, Top Gun 2 a prouvé que les salles de cinéma ont encore parfois un énorme pouvoir d'attraction absolument incomparable. Autre victoire, Tom Cruise a touché l'un des plus beaux pactoles de sa carrière avec ce film, et c'est très largement grâce aux salles de cinéma. Alors je m'explique. Pour tourner le film, il a touché un salaire de 13 millions de dollars selon Variety. C'est un salaire dans la moyenne pour Hollywood, sachant que par le passé, Tom Cruise a déjà touché 20 ou 25 millions comme beaucoup d'autres acteurs et actrices. Et comme plein d'autres artistes de sa trempe, Tom Cruise touche surtout un pourcentage sur les recettes, c'est-à-dire que plus le film marche au box-office et plus ça lui rapporte. Généralement, ce pourcentage est conditionné. Ça va commencer à partir d'un certain seuil au box-office pour que le studio rentabilise déjà le budget, commence à faire des bénéfices et ensuite donne un pourcentage aux acteurs et actrices. C'est même souvent un bon gros moyen pour ne jamais leur reverser quoi que ce soit. Il y a plein de procès sur cette question à Hollywood où les producteurs démontrent qu'ils n'ont jamais fait le moindre bénéfice avec des experts comptables pleins de mauvaise foi. Toujours est-il que Tom Cruise, lui, a un autre type de contrat. Il touche un pourcentage dès le premier dollar encaissé au box-office. Il passe avant le studio, avant tout le monde. Si vous préférez, quand vous êtes allé voir Top Gun au cinéma, une partie du prix du ticket est allée directement dans la poche du monsieur. Vu que Top Gun 2 a encaissé plus de 1,4 milliard, je vous laisse imaginer combien il a touché. En fait non, je vais le faire parce que c'est mon métier, il a touché environ 100 millions selon Variety. À titre de comparaison avec le même deal, Tom Cruise avait touché 50 millions, 2 fois moins, pour Mission Impossible Fallout. Robert Downey Jr. environ 75 millions pour Avengers Endgame. Alors 100 millions c'est pas un record absolu, Will Smith avait touché dans les 100 millions pareil pour Men in Black 3, bordel, et Bruce Willis encore plus avec Sixième Sens, parce que là c'est un deal en or, un succès absolument insoupçonné. Mais ça reste quand même un très gros cachet et une grosse victoire pour Tom Cruise. Top Gun 2 est donc vraiment un sommet dans la carrière du businessman Tom Cruise, encore plus que l'acteur. C'est une nouvelle preuve que le monsieur défend encore une place de premier choix, une place unique, et qui n'appartient pas au passé. Au contraire, il est évident qu'il va jouer un rôle énorme dans le futur. Le fait qu'il se soit imposé dans un paysage occupé par le super-héros, c'est intéressant justement parce que Tom Cruise n'a pas succombé à l'appel du super-héros, comme quelques autres acteurs et élus de sa génération. Il y avait eu des rumeurs d'apparition de Tom Cruise dans Doctor Strange 2, oui, je sais pas pourquoi, et qui sait, peut-être que quand vous allez voir cette vidéo, il aura été annoncé en cousin germain d'Iron Man dans le multivers. Mais jusque-là, rien, Tom Cruise ne mange pas de ce pain. Pourtant, on ne peut pas dire que Tom Cruise n'a pas tremblé face à ce phénomène, il a essayé de surfer sur cette vague avec une copie presque conforme de Marvel qui s'appelle La Momie. Et oui, on n'a pas oublié ce méga désastre et giga dope d'Universal qui avait annoncé en grande pompe son univers étendu, l'hilarant Dark Universe, qui devait réunir en théorie l'homme invisible, Frankenstein, le fantôme de l'opéra, Johnny Depp et compagnie autour de Tom Cruise.
Tout ça a été vite annulé, oublié et jeté à la poubelle non recyclable après La Momie, mais c'était là une évidente tentative de prendre le train de la super franchise en marche. Alors là, vous allez me dire, Tom Cruise a déjà sa franchise avec Mission Impossible, et oui, il a déjà sa franchise. Mais c'est sa franchise, c'est lui qui l'a fondée avec sa boîte de prod à l'époque. C'est lui le capitaine depuis le début, c'est donc une franchise vraiment à part. Parce que sur La Momie, comme sur toutes les autres sagas comme le MCU, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le chef, c'est le producteur et le studio. Cruise a reproduit la recette Mission Impossible avec Top Gun 2. Faire des super sagas, oui, mais à la sauce Tom Cruise uniquement. Et ça, c'est unique parce que personne d'autre ne fait ça aujourd'hui, parce que personne d'autre ne peut faire ça aujourd'hui. À ce stade, on peut le dire, en tout cas moi j'ai envie de le dire, Tom Cruise est définitivement devenu une marque à lui seul. Au milieu des super sagas et univers partagés, il représente à lui seul un monde entier et une franchise, la Tom Cruise franchise avec les Tom Cruise Movies. Alors que le studio Warner Bros cherche encore son Kevin Feige, c'est-à-dire le boss de Marvel, Tom Cruise est son propre Kevin Feige. C'est lui le chef, c'est lui qui choisit et valide les réalisateurs et réalisatrices, plutôt réalisateur dans son cas, les scénaristes, ses collègues à l'écran, il choisit tout. Il fait réécrire les projets pour lui, se les approprie si besoin, et d'ailleurs la comparaison avec Marvel qu'on accuse souvent d'uniformisation, c'est amusant. À une époque, Tom Cruise travaillait quand même avec Spielberg, Kubrick, Paul Thomas Anderson, Michael Mann, John Woo, Brian De Palma, bref, un orgasme de cinéphilie. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins varié. On sent qu'il ne cherche plus les collaborations prestige. Il construit son propre mythe et les cinéastes sont au service de ce projet et pas le contraire. Il n'y a qu'à voir la saga Mission Impossible pour sentir une certaine uniformisation avec Christopher McQuarrie qui l'accompagne depuis 2008 d'une manière ou d'une autre. Cruise bosse maintenant avec les mêmes personnes, avec un petit cercle. Ce qui est logique au fond puisque Tom Cruise se raconte de film en film en incarnant quasiment toujours le même héros absolu comme dans une autothérapie sans fin au cinéma. C'est ça sa super franchise, un autoportrait héroïque sans fin. J'avais fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à la regarder parce qu'on m'a dit qu'elle était super bien. Alors après ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Que Mission Impossible 7 et 8 vont être très intéressants à suivre, parce qu'après un tel triomphe, où peut aller Tom Cruise? Alors faut se dire que la saga Mission Impossible est sur une pente ascendante côté box-office depuis quelques films, puisque Fallout avait encaissé plus de 787 millions, un record pour la saga. Mais c'est avant Top Gun 2 et son 1,4 milliard. Avec Mission Impossible 7, c'est la première fois de sa carrière que Tom Cruise assume à ce point une logique de franchise. Il a maintes fois répété qu'il n'aimait pas les films numérotés et c'est pour ça que depuis le 4e Mission Impossible, on n'a plus de numéros mais des sous-titres comme Rogue Nation ou Fallout. Là, on a un Mission Impossible qui s'appelle Dead Reckoning, partie 1 et partie 2. Il donne direct rendez-vous pour une histoire en 2 films comme Harry Potter, Twilight ou Hunger Games. Encore une nouveauté dans le Cruise Cinematic Universe mais une nouveauté de pure franchise. Chez Paramount, avec qui il a commencé à travailler il y a quasiment 40 ans, Tom Cruise est un petit roi. Un article du Hollywood Reporter expliquait qu'il avait un pouvoir fou. En plus de son contrat qui lui donne une part des recettes du box-office qui est complètement hallucinante, il a les budgets qu'il veut, les délais qu'il veut et peut tuer les projets s'il en a envie. Personne ne peut et personne ne veut réellement le contrôler puisqu'il cartonne. À peu près tous les Missions Impossibles ont été lancés sans scénario définitif avec beaucoup d'impro et de rafistolage en cours de route, pas grave, parce que le public y va et en redemande. C'est pour ça qu'il a pu tenir tête au studio pour la sortie de Mission Impossible 7. Au cœur du problème, combien de temps le film sera montré exclusivement au cinéma avant d'arriver en SVOD sur Paramount+. Évidemment, Tom Cruise défend farouchement la sortie cinéma et refuse apparemment de négocier. Le succès de Top Gun 2 lui donne évidemment d'énormes munitions. Et nul doute que Paramount a très peur de se fâcher avec lui, surtout à une époque où les débats sur la SVOD ont provoqué le départ de Christopher Nolan de chez Warner. Le succès a créé une super armure de super-héros à Tom Cruise. Aujourd'hui, ça semble évident, mais en réalité, ça ne l'est pas. Faut pas oublier que Tom Cruise a failli être détruit à l'époque de Mission Impossible 3, qui avait été une petite déception au box-office. En 2006, après 14 ans de collaboration, Paramount avait mis fin à son contrat avec la boîte de prod de l'acteur Wagner Cruise. Cruise-Wagner, un des deux. Le boss de Viacom, qui gérait Paramount, avait déclaré que Tom Cruise était lancé dans un suicide créatif et coûtait de l'argent au studio, notamment à cause de sa vie privée et de la scientologie. On en revient toujours là. Ça ressemblait clairement à une fusillade sur la place publique. Depuis, Tom Cruise s'est relevé, même s'il a perdu quelques plumes, puisque sa collaboration avec son associé Paula Wagner s'est vite écroulée. À l'époque de Mission Impossible 4, faut pas oublier non plus qu'il était à 2 doigts d'être éjecté de la saga, quasiment, puisque le personnage de Jeremy Renner était annoncé comme un potentiel successeur. 10 ans après, c'est Jeremy Renner qui a été quasiment éjecté et transformé en figurant de luxe. Tom Cruise est censé peut-être s'arrêter avec Mission Impossible 8, mais à ce stade, franchement, qui y croit? Certainement pas moi, puisque comme Michael Myers, il reviendra toujours, et tant mieux. C'est sa raison même d'exister, se relever encore et encore. Tom Cruise est éternel et écrit ses propres règles. Sa boîte de production est enterrée depuis 2008, même si lui-même reste producteur de ses films, et c'est à la même époque qu'il a rencontré Christopher McQuarrie sur Valkyrie. Le réalisateur et scénariste est depuis devenu une sorte de co-architecte du temple Tom Cruise. Et la construction est loin d'être finie puisque souvenez-vous qu'il prépare un film qui sera tourné en partie dans l'espace.
pour de vrai, en collaboration avec la NASA et Elon Musk, parce que pourquoi pas à ce stade. Tom Cruise a déjà choisi le réalisateur, ce sera Doug Liman, et c'est encore une fois un copain qui l'a dirigé dans Edge of Tomorrow et Barry Seal. Ça reste toujours dans la famille, et toujours Tom Cruise avance pour écrire sa légende. Sur une note plus amère, j'ai envie de mettre en parallèle le carton de Top Cruise ou Tom Gunn, à vous de voir, avec les échecs des récents films de Steven Spielberg, Guillermo del Toro, Ridley Scott et George Miller, et la migration de Martin Scorsese et David Fincher vers la SVOD. Je sais pas vraiment quelle conclusion en tirer, mais je trouve ça assez intéressant pour ne pas dire flippant et désespérant. Surtout quand on se souvient que Tom Cruise lui-même a bossé avec Scorsese, avec Spielberg, avec Ridley Scott, et il avait presque fait avec Del Toro Les Montagnes Hallucinées. C'est le premier à ne plus courir après les collaborations prestigieuses de ce type. Et c'est peut-être ça, au fond, le vrai problème de ce cinéma américain moderne. La perte de valeur des cinéastes aux yeux de l'industrie, du public et des artistes eux-mêmes dans le cas de Tom Cruise. Tout ça semble plus que jamais balayé par des marques, que ce soit Netflix ou Disney, DC ou Marvel, ou Tom Cruise. En affrontant le monstre, il en est peut-être devenu lui-même un. Alors certes, on parle d'un très beau monstre, d'un spécimen à part qu'on a envie de cajoler, de regarder dans son habitat naturel, éventuellement d'empailler pour que personne ne l'oublie dans le futur, mais ça reste un monstre, et un monstre ça a tendance à tout bouffer, à perdre son humanité, à faire peur, même quand c'est gentil, et même quand on l'aime bien. Et en parlant de monstres à nourrir, si vous aimez bien Écran Large, c'est le moment de le nourrir comme un Gremlins après minuit. Si vous en avez les moyens et l'envie évidemment, c'est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre de continuer à exister. Ça vous donne en plus l'accès à des articles exclusifs réservés aux abonnés chaque semaine. Récemment par exemple, j'ai écrit un article sur May de Lucky Mackie que je trouve passionnant, et on parle aussi de Détective D ou du Seigneur des Anneaux, mais attention, la version de 78. Le lien pour s'abonner est en description de la vidéo. Si vous êtes encore là à m'écouter, bah déjà, bravo et merci, vous avez gagné un point de respect et vous allez encore m'entendre dire que je suis vraiment en train d'écrire ma foutue vidéo sur Cloud Atlas. Et en parlant de bon goût, Écran Large est maintenant sur Discord, donc si jamais ça vous dit, bah le lien est épinglé dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!